j'ai empoisonné l'âme de mon oncle avec un contrat qu'il croyait invincible, et j'ai regardé son empire familial s'effondrer comme un château de cartes sous la pluie parisienne. Ma cousine, cette brebis égarée qu'il manipulait comme une poupée de chiffon, a fini par me supplier à genoux pour un pardon que je n'ai accordé qu'en échange de sa propre ruine morale. Dans les salons feutrés de notre lignée bourgeoise, j'ai appris que la vengeance n'est pas un cri, mais un murmure qui ronge les os de l'intérieur et j'en suis devenu le maître incontesté. Le soleil se levait à peine sur les toits de Paris, ce matin-là, quand mon téléphone a vibré comme un serpent venimeux dans la poche de ma veste. J'étais encore dans mon appartement du Marais, les rideaux tirés sur la Seine qui scintillait au loin, un café noir amer entre les lèvres. L'héritage de mon grand-père, ce vieil industrialiste du Nord qui avait bâti une fortune sur l'acier et les secrets bien gardés, devait tomber dans mon escarcelle ce jour-là. Pas un sou de moins que les 4,2 millions d'euros estimés par les notaires. C'était mon droit, mon dû, forgé dans le sang et les non-dits de notre famille. Mais mon oncle, Henri Duval, avait d'autres plans. Son message était clair, laconique, comme un ordre militaire, rendez-vous au cabinet, 10 heures. Signe ou perds tout. Pas de bonjour, pas d'affection feinte. Juste la menace nue, crue, qui m'a fait serrer les dents jusqu'à ce que les mailles craquent. Je me suis habillé en hâte, un costume gris anthracite taillé sur mesure chez un tailleur de la rue du Faubourg Saint-Honoré, le genre qui crie « Je suis un Duval », ne l'oubliez pas. En descendant les escaliers étroits de mon immeuble haussmannien, j'ai croisé Madame Lefebvre, la concierge, qui m'a lancé son regard suspicieux habituel. « Monsieur Alexandre, encore une réunion d'affaires ? Vous avez l'air d'un homme qui va à la guerre. » Elle n'avait pas tort. La guerre, c'était exactement ça, une embuscade familiale dans les méandres du droit français, où les testaments sont des armes et les notaires des juges de champ de bataille. Le cabinet de Maître Bertrand, notre notaire de famille depuis 3 générations, se nichait dans un hôtel particulier du 7e arrondissement, près du Champ de Mars. L'air sentait le crottin de cheval des calèches touristiques et le parfum entêtant des marronniers en fleurs. J'y suis arrivé pile à l'heure, le cœur battant comme un tambour de la garde républicaine. La secrétaire, une femme d'une 50aine d'années aux lunettes perchées sur un nez aristocratique, m'a fait signe d'entrer sans un mot. La pièce était un sanctuaire de bois ciré et de cuir patiné, bureau massif, rayonnage croulant sous les codes civils reliés en veau, et au centre, Henri, assis comme un roi sur son trône. À ses côtés, ma cousine Élise, 25 ans, les yeux baissés sur ses mains tremblantes, un chignon impeccable qui masquait à peine sa pâleur maladive. Alexandre, mon neveu chéri, a-t-il ronronné, sa voix rauque imprégnée de cigares cubains et de whisky single malt. Il avait 70 ans bien tassés, mais son regard d'acier me transperçait comme un scalpel. Assieds-toi. Nous avons des affaires à régler. Élise n'a pas levé les yeux. Elle portait une robe grise, austère, comme si elle assistait déjà à ses propres funérailles. J'ai pris place en face d'eux, sentant l'odeur de vieux papier et d'encre qui imprégnait l'air. Maître Bertrand, un homme sec et précis comme un article du Code civil, a posé un dossier relié de cuir noir devant moi. Monsieur Duval, voici le document que votre oncle vous demande de signer. Il s'agit d'une cession amiable de la moitié de votre part d'héritage à mademoiselle Élise Duval, votre cousine. Les mots ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. La moitié ? 2,1 millions d'euros, volatilisés d'un trait de plume. J'ai ouvert le dossier d'une main qui ne tremblait pas encore. Les clauses étaient un chef-d'œuvre de cynisme juridique, renonciation irrévocable, clause pénale si je refusais, et une menace voilée de contestation du testament si je ne coopérais pas. Henri s'est penché en avant, ses bagues en or scintillant sous la lumière tamisée du lustre en cristal. Ton grand-père voulait que la famille reste unie, Alexandre. Élise a besoin de cet argent pour son traitement. Sa santé. Fragile, tu sais. Et toi, avec ton petit cabinet d'avocat, tu t'en sortiras toujours. C'est un geste noble, familial. Noble ? Le mot m'a fait bouillir le sang. Élise, fragile ? Elle avait toujours été la petite princesse de la famille, celle qu'on dorlotait pendant que je trinquais à la santé des autres. Son traitement ? Une vague dépression, amplifiée par Henri pour la manipuler. J'ai refermé le dossier d'un claquement sec. Et si je refuse, oncle ? Que arrive-t-il à tout ? Il a souri, un rictus de loup. Le testament est ambigu sur certains points. Des donations antérieures, des dettes occultes. Maître Bertrand ici présent peut témoigner que ça pourrait tout faire capoter. Pour tout le monde. Élise a enfin levé les yeux,
des larmes perlant au coin de ses paupières. « Alex, s'il te plaît. Papa dit que c'est pour mon bien. » Papa. Ce mot m'a transpercé comme une lame. Henri n'était pas son père biologique, un secret que je venais de percer à jour dans les recoins de ma mémoire, lors d'une conversation anodine avec ma mère il y a des mois. Élise était la bâtarde d'une liaison extra-conjugale, adoptée pour sauver les apparences. Et maintenant, il l'utilisait comme bouclier humain pour me dépouiller. J'ai senti une rage froide monter en moi, pas l'explosion brute, mais ce poison lent qui s'infiltre dans les veines. « Donnez-moi du temps pour réfléchir, ai-je dit, la voix plate comme une lame de guillotine. Henri a hoché la tête, satisfait. 48 heures. Pas une de plus. Dehors, sous le ciel clair de Paris, j'ai marché le long de la Seine, les quais animés de joggeurs et de vendeurs de glace. Les touristes riaient devant Notre-Dame en reconstruction, indifférents à mon tourbillon intérieur. Mon esprit bouillonnait, des souvenirs d'enfance volés, de Noël où Henri monopolisait l'attention, de l'enterrement de grand-père où il avait murmuré à mon oreille « La fortune est pour les forts, pas pour les sentimentalistes ». J'étais avocat, spécialisé en droit des successions, pour l'amour de Dieu. Comment n'avais-je pas vu venir cette embuscade? La réponse était simple, l'aveuglement filial, cette toile d'araignée tissée par des décennies de mensonges familiaux. Rentré chez moi, j'ai ouvert une bouteille de Bordeaux, un Saint-Émilion robuste qui collait à la gorge comme la trahison. Assis à mon bureau, entouré de mes propres dossiers ou des affaires de divorce âpres, de legs contestés où j'ai relu le contrat ligne par ligne. Les failles étaient là, subtiles, une clause sur les droits résiduels qui pouvait être interprétée à mon avantage, une référence à un testament holographe non homologué. Mais signé? C'était abdiquer, devenir le faible qu'il voulait que je sois. Non. La vengeance, cette idée qui germait comme une mauvaise herbe dans mon jardin intérieur, prenait racine. Pas une vengeance spectaculaire, non ça, c'était pour les films hollywoodiens. La mienne serait française, méthodique, élégante, impitoyable. Comme un vin qui empoisonne goutte à goutte. Ce soir-là, j'ai appelé ma mère, cloîtrée dans sa villa de Deauville. « Maman, Henri veut me voler la moitié. » Silence, puis un soupir las. « Il l'a toujours fait, Alexandre. Depuis que ton père est mort dans cet accident suspect. » Mais Élise. Elle n'est qu'un pion. Suspect? Le mot a allumé une étincelle. L'accident de mon père, 20 ans plus tôt, sur l'autoroute A13, frein défaillant, nuit pluvieuse. Officiellement un tragique hasard. Mais et si? J'ai raccroché, le cœur cognant. Les pièces du puzzle familial se mettaient en place, sombres et gluantes. Henri n'était pas seulement avide, il était un prédateur. Et moi, j'allais devenir le chasseur. Les 48 heures ont filé comme un TGV en pleine vitesse. J'ai passé la première nuit à fouiller les archives familiales, ces boîtes poussiéreuses stockées dans le grenier de la maison de campagne à Fontainebleau. Des lettres jaunies, des relevés bancaires, un journal intime de grand-père où il notait, d'une main tremblante, Henri complote. Attention à l'héritage. La deuxième nuit, j'ai contacté un détective privé, un ancien flic de la PJ Auvergnat, discret comme une ombre. Creuser l'accident de 2005. Et les finances d'Henri. À l'aube du délai, j'ai rédigé ma contre-offensive, un avenant au contrat, innocent en apparence, qui me permettrait d'accéder aux comptes bancaires familiaux. Pour vérification, ai-je écrit. Henri, arrogant, l'a signé sans sourciller. Le rendez-vous final au cabinet était un théâtre d'ombre. Élise pleurait en silence pendant que maître Bertrand parapait les documents. J'ai signé, le stylo glissant sur le papier comme du sang. C'est fait, ai-je murmuré. Henri m'a serré la main, son étreinte moite et triomphante. Bien joué, neveu. La famille d'abord. Dehors, sous un ciel d'azur impitoyable, j'ai marché vers le métro, un sourire froid aux lèvres. La moitié de l'héritage était à Élise, oui. Mais les 2,1 millions étaient verrouillés dans un trust que je contrôlais désormais, grâce à l'avenant. Et les premiers rapports du détective? Ils brûlaient dans ma poche, transferts occultes d'Henri vers des comptes offshore, et un mécanicien soudoyé pour les freins de mon père. La vengeance ne commence pas par un coup de feu, mais par un fil tendu dans l'ombre. J'en avais tissé un, fin et invisible, prêt à se resserrer autour de leur gorge. Les jours suivants se sont étirés comme une toile d'araignée sous la pluie fine d'automne parisien. J'ai repris mon cabinet rue de Rivoli, un petit fief de 2 associés et une secrétaire fidèle, où les clients venaient pour des divorces discrets ou des partages d'héritages âpres.
Mais mon esprit n'y était pas. Chaque dossier que j'ouvrais se superposait à celui de ma propre vie, des épouses trahies, des enfants lésés, des oncles voraces. Alexandre, vous avez l'air d'un fantôme, m'a dit Paul, mon associé, un midi au café de Flore, en sirotant un expresso serré. C'est l'héritage? Oubliez-le. L'argent souille tout. J'ai ri, un rire creux. S'il savait que l'argent n'était que le leur, et que la souillure était déjà en moi, incrustée comme une tache d'encre indélébile. Élise m'a appelé le soir même, sa voix un filet de soie déchirée. Alex, merci. Papa dit que tu es un saint. Le trust. C'est pour mes études de médecine, tu sais? À la Sorbonne. Médecine? Elle avait abandonné ses études d'art l'année précédente pour se reposer. J'ai murmuré des félicitations, le combiné serré si fort que le plastique a craqué. Au fond, je sentais déjà la pitié pour elle, cette jeune femme de 25 ans, piégée dans les filets d'un père adoptif qui la traitait comme une extension de son ego. Mais la pitié est un luxe que la vengeance ne tolère pas. Pas encore. Le détective, Marcel, m'a livré son premier rapport dans un bar miteux de Belleville, loin des yeux curieux du 7e. Un dossier cartonné, odeur de tabac froid et de secrets moisis. Votre oncle, c'est un serpent, a-t-il grogné, sa moustache poivre et sel frémissant sur une bière tiède. L'accident de 2005? Frein saboté, payé 50 000 € à un garagiste de banlieue, un certain Luigi Rossi, qui purge 5 ans pour recel. Preuve, virement tracé via une société écran à Genève. J'ai feuilleté les pages, le cœur un marteau-piqueur. Photo granuleuse, Henri serrant la main de l'Italien dans un parking souterrain. Relevé bancaire, 200 000 € détournés de la société familiale juste après la mort de mon père, pour frais funéraires. Et Élise? Un chèque mensuel de 5 000 € depuis ses 16 ans, étiqueté le soutien éducatif, mais dépensé en sa kermesse et dîner au Plaza Athénée. Cette nuit-là, seul dans mon appartement, j'ai vomi. Pas de bile, mais de rage pure. Mon père, ce géant doux aux mains calleuses d'ingénieur, écrasé sur l'asphalte pour un peu d'acier en plus. J'ai arpenté le parquet craquant, les ombres des lampadaires dansant sur les murs comme des spectres accusateurs. Pourquoi n'avais-je rien vu? Parce que Henri était le pilier, le tonton généreux qui payait mes études à Sciences Po, qui m'offrait des montres Patek Philippe pour mes anniversaires. L'illusion de la famille unie, ce mythe français si cher à nos cœurs bourgeois, m'avait aveuglé. Mais maintenant, les voiles tombaient, et dessous, la pourriture suintait. J'ai décidé de frapper le premier coup, subtil, comme un poison dans un verre de Château Margaux. Le lendemain, j'ai convoqué Élise à un déjeuner familial au Procope, le plus vieux café de Paris, où Voltaire jadis conspira. Elle est arrivée en retard, essoufflée, un manteau Burberry trop grand pour sa silhouette frêle. Alex, c'est gentil de m'inviter. Papa est en voyage d'affaires à Lyon. Bien sûr. Lyon, ou un autre nid de vipères financières. Nous avons commandé des salades niçoises et du vin blanc sec, et je l'ai laissé parler, ses angoisses, ses rêves brisés, comment Henri l'avait sauvé après la mort de sa mère biologique, une maîtresse jetable, selon les archives que Marcel avait déterrées. Élise, ai-je dit doucement, posant ma fourchette, sais-tu vraiment d'où vient l'argent du trust? Elle a cligné des yeux, innocente comme une biche. De grand-père, non. Pour nous deux. J'ai glissé une photocopie discrète du rapport sous la nappe, juste un extrait, le virement pour les freins. Lis ça. Chez toi. Et appelle-moi si tu as des questions. Elle l'a prise, les doigts tremblants, et a quitté le café en hâte, sans dessert. Ce soir-là, son message, c'est pas possible. Papa? Me mentir? J'ai répondu, la famille, Élise. Toujours la famille. Les graines de doute étaient semées. Dans son esprit fragile, elle germerait, empoisonnant son idolâtrie pour Henri. Pendant ce temps, j'approfondissais le piège. Mon cabinet grouillait de recherches, articles du Code civil sur la fraude successorale, jurisprudence de la Cour de cassation sur les donations indirectes. Henri avait siphonné 1,2 million sur 20 ans, via des prêts fictifs à la société. Preuves irréfutables, prêtes à être soumises au procureur. Mais pas tout de suite. La vengeance doit mijoter, comme un coq au vin, lent, aromatique, jusqu'à ce que la chair se détache de l'os. Une semaine plus tard, Henri m'a invité à dîner dans son hôtel particulier de Passy, surplombant la Seine. Pour fêter notre accord, a-t-il dit au téléphone, sa voix sirupeuse.
J'y suis allé, armé d'un sourire et d'un enregistreur dissimulé dans ma montre. La table était dressée pour 3, Cristal de Baccarat, Argenterie Christofle, et Élise, les traits tirés, évitant mon regard. Le repas, foie gras de canard, magret de canard sauce au porto, fromages affinés. Henri discourait sur les valeurs familiales, citant Balzac comme un oracle. La famille est une banque, Alexandre. On y dépose, on y retire. J'ai hoché la tête, versant le vin. Parlant de retrait, oncle. Et les 200 000 après la mort de papa. Le silence a tombé comme une guillotine. Élise a lâché sa fourchette, le cliquetis résonnant comme un glas. Henri a pâli, mais s'est repris. Qu'est-ce que tu insinues, neveu? Des ragots de détective. J'ai souri. Des faits, oncle. Des faits qui pourraient intéresser la brigade financière. Élise s'est levée, les larmes coulant. Papa, dit que c'est faux. Il l'a giflé à un claquement sec, inédit dans cette maison de soi. Tais-toi, idiote. C'est lui qui te manipule. Elle s'est effondrée en sanglots, et j'ai vu, dans ses yeux, la fracture, l'idole brisée. J'ai quitté la table calmement, laissant l'enregistreur capturer chaque insulte, chaque aveu glissé. Dehors, la nuit parisienne m'enveloppait, fraîche et complice. La première fissure était là. Bientôt, le mur s'effondrerait. Mais au fond de moi, une voix murmurait, et si Élise était plus coupable qu'il n'y paraissait? Ces achats frivoles, ces silences complices. La psychologie humaine est un labyrinthe, et j'y entrais, lanterne à la main, prêt à affronter les ombres les miennes incluses. Les fissures se propageaient comme des veines de marbre dans un sol gelé. Élise m'a contacté à l'aube, sa voix brisée par des hoquets, depuis un café anonyme du quartier latin. Alex, je savais pour l'argent. Pas tout, mais... Papa disait que c'était pour nous protéger. Les dettes de grand-père, les impôts. J'ai écouté, adossé à la fenêtre de mon bureau, regardant les passants se hâter sous une bruine tenace. Paris en novembre, gris, impitoyable, un miroir parfait de l'âme blessée. Viens me voir, ai-je dit. Seul. Pas un mot à Henri. Elle est arrivée 1 heure plus tard, emmitouflée dans un manteau informe, les cheveux en bataille. Mon cabinet était désert, Paul en audience, la secrétaire en pause. Je l'ai fait asseoir dans le fauteuil en cuir usé, lui ai servi un thé vert fumant. Parle, ai-je ordonné, ma voix un scalpel aiguisé. Et elle a parlé, des confidences arrachées au fil des ans. Henri, veuf depuis longtemps, l'avait élevée comme une princesse coupable, gâtée pour l'attacher, manipulée pour la contrôler. Il disait que ton père était faible, qu'il allait ruiner la société. L'accident. Il a pleuré des jours, Alex. Mais après, l'argent a coulé à flot. Des jours? Ou des larmes de crocodile? J'ai sorti les photos du détective, la poignée de main avec Rossi. Elle a blêmi. Luigi? Le mécano de Mantes? Papa l'a rencontré une fois, pour réparer la vieille Peugeot. Mensonge. L'enregistrement de la gifle, que j'ai diffusé sur mon téléphone, a scellé sa reddition. Oh mon Dieu, a-t-elle murmuré, se couvrant la bouche. Les larmes ont coulé, pas théâtrales, mais vraies, salées comme la mer de Deauville où nous jouions enfants. Pour la première fois, j'ai vu Élise non comme une rivale, mais comme une victime, une âme sœur dans la toile d'Henri. Aide-moi à sortir de là, a-t-elle supplié. Je signerai ce que tu veux pour le trust. Prends tout. La tentation était là, la rendre complice, la briser pour la refaire à mon image. Mais la vengeance pure et solitaire, l'alliance la corrompt. Pas encore, ai-je répondu. D'abord, des preuves. Enregistre tout. Chaque appel, chaque dîner. Deviens mes yeux dans la maison. Elle est repartie, un fantôme parmi les étudiants de la Sorbonne, et moi, je me suis plongé dans le labyrinthe légal. Mon réseau d'avocats ou des requins de la place Vendôme me confirmait, plainte pour homicide involontaire, possible avec les preuves. Mais le timing, attendre Noël, quand la famille se réunissait à Fontainebleau. Une révélation festive, comme un feu d'artifice empoisonné. Entre-temps, j'ai visité la tombe de mon père au cimetière du Montparnasse, sous un ciel bas et lourd. Papa, je vais le faire payer, ai-je murmuré à la pierre froide, gravée Pierre Duval, 1955 à 2005. Père aimant. Les allées bordées de cyprès bruissaient de vent froid, et pour la première fois, j'ai pleuré au pas de rage, mais d'un vide abyssal, celui d'un fils orphelin 2 fois.
Henri, sentant le vent tourner, a contre-attaqué. Un appel nocturne, Alexandre, ces absurdités de détective. Oublie-les. Je t'offre une compensation, 500 000 pour ton silence. Et Élise reste à moi. À moi. Comme une possession. J'ai ri dans le combiné. Oncle, le silence a un prix. Mais ce n'est pas de l'argent. Il a raccroché, furieux, et le lendemain, mon cabinet a reçu une lettre recommandée, menace de poursuite pour diffamation. Classique. J'ai répondu par un huissier, injonction de produire les comptes familiaux. La guerre était déclarée, ouverte, dans les couloirs feutrés des tribunaux. Élise m'envoyait des messages codés, papa rentre tard. Odeur de parfum. Réunion à faire? J'ai souri dans l'ombre de mon appartement, un verre de cognac à la main. Les réunions d'Henri, maîtresse payée, pot de vin. Marcel creusait plus profond, lien avec un syndicat patronal véreux, pot de vin pour contrat public. Bientôt, un tableau se dessinait, Henri n'était pas un simple avide, il était un pilier d'un réseau de corruption, ancré dans l'industrie française comme une tumeur. Une nuit, insomniaque, j'ai fouillé mes propres démons. Étais-je différent? Mon cabinet prospérait sur les misères d'autrui au divorce où je prenais 20% des gains. La vengeance me transformait-elle en monstre? Je me suis regardé dans le miroir, les yeux cernés, la barbe de 3 jours. Pour papa, ai-je dit à mon reflet. Mais le reflet a répondu en silence, et pour toi? Le pouvoir, cette drogue française si subtile, me rongeait déjà. Noël approchait, et avec lui, le piège final. Invitation formelle à Fontainebleau, dinde rôtie, bûche de Noël, et sous la table, des dossiers explosifs. Élise serait là, actrice involontaire. Henri, le roi déchu. Et moi, le bourreau masqué. Fontainebleau en décembre, un écrin de givre et de lumière tamisée, la forêt environnante un rempart contre le monde. La maison de famille, un manoir Renaissance aux murs couverts de tapisseries gobelins, respirait l'opulence fanéo comme Henri lui-même. J'y suis arrivé la veille de Noël, valise en cuir sansonite bourrée non de cadeaux, mais de disques durs et de transcriptions. Ma mère m'a accueilli sur le perron, ses cheveux grisonnants noués en chignon, son sourire fragile comme de la porcelaine de Limoges. Alexandre, mon fils. Henri est tendu. Tendu? Un euphémisme pour un faux vaculé. Le dîner de veille était un ballet de faux-semblants, foie gras truffé, saumon fumé, et du champagne d'homme Pérignon qui pétillait comme des mensonges. Élise, assise à côté de moi, portait une robe rouge sang, ses mains tremblant sur le cristal. Henri présidait, discours paternaliste sur l'unité du sang du Val. Ma mère hochait la tête, les yeux dans son assiette. Après le dessert une bûche au marron al dente où il a levé son verre, à Alexandre, pour son geste généreux envers Élise. Les applaudissements forcés ont claqué comme des menottes. Plus tard, dans le salon aux cheminées crépitantes, j'ai sorti le dossier. Pas en public ou pas encore. J'ai attiré Henri dans la bibliothèque, ce sanctuaire de livres reliés où grand-père lisait Proust les soirs d'hiver. Oncle, parlons affaires. Il s'est assis, cigare allumé, fumée bleue voilant son visage ridé. J'ai posé l'ordinateur portable sur le bureau en noyer, vidéo, enregistrement, relevé. L'accident. Les 200 000. Les offshore à Panama. Il a pâli, le cigare tombant en cendres. Foutaise. Tu bluffes, gamin. Élise est entrée alors, comme prévu au mon texto l'avait alerté. Papa, dis-lui la vérité. Il s'est tourné, fureur dans les yeux. Toi? Traîtresse? La gifle est partie, mais cette fois, j'ai intercepté son poignet. Assez. Ma voix était un fil d'acier. Assieds-toi, oncle. Ou j'appelle la gendarmerie maintenant. Il s'est affaissé, le masque tombant, pas le patriarche, mais un vieillard usé, les veines saillantes sur les tempes. C'était pour la famille, Alexandre. Ton père. Il voulait tout dilapider en charité idiote. Les ouvriers, les syndicats. J'ai sauvé l'Empire. Sauvé? Meurtri, plus vraisemblablement. J'ai joué l'enregistrement de la gifle, sa voix rauque, tais-toi, idiote. Élise a sangloté, s'effondrant contre les rayonnages. Ma mère, alertée par le bruit, est apparente, le visage décomposé. Henri? Que as-tu fait? Les aveux ont coulé alors, un torrent fétide, le sabotage pour contrôler la société,
les détournements pour maintenir le luxe, Élise comme alibi pour les donations fictives. J'ai tout fait pour vous, a-t-il geint. Pour le nom Duval. La nuit s'est étirée en interrogatoire impromptu. Ma mère, brisée, a confirmé des soupçons anciens, lettres anonymes sur l'accident, ignorées par peur. Élise, prostrée, a avoué ses complicités mineures, faux témoignages pour couvrir des absences d'Henri. Je croyais que c'était l'amour filial. Amour? Une perversion, un fil électrique qui nous liait tous dans la douleur. À l'aube, Noël, j'ai déposé plainte anonyme via un avocat intermédiaire. Les gendarmes sont venus à midi, sous prétexte d'une enquête routière. Henri arrêté en robe de chambre, menottes cliquetant sur le marbre du hall. Élise, hébétée, m'a regardé partir, et maintenant? Libre, ai-je répondu. Libre, mais fracturé. De retour à Paris, le trust dissous, l'héritage intact. Mais la victoire avait un goût de cendre. Les nuits, hantées par les cris d'Henri, traître de sang. Mon reflet dans la Seine murmurait, « Es-tu meilleur ?» Les mois suivants ont été un lent démembrement. Henri en détention provisoire à la santé, son empire s'effritant sous les assauts des créanciers. La société familiale, Duval Acier, vendue à un concurrent chinois pour une bouchée de pain 800 000 €, contre des millions autrefois. J'ai racheté les parts restantes via un fonds anonyme, consultant pour les nouveaux propriétaires. Ironie, je gérais l'héritage qu'il avait voulu me voler. Élise a sombré. Appel nocturne, Alex, je ne dors plus. Les cauchemars. Papa en prison, me suppliant. J'ai payé sa thérapie chez un psy de renom du 16e, mais à distance, pas de pitié, juste calcul. Elle signait des aveux, restituant les sommes détournées. 1,2 million, goutte à goutte sur mon compte. Ma mère, recluse à Deauville, écrivait des lettres, pardonne, Alexandre. La famille est tout. Tout. Une farce. Mon propre effondrement était subtil, insomnie, whisky à midi, client perdu par distraction. Paul m'a confronté, tu te venges sur toi-même maintenant? Vrai. La psychologie de la revanche, un feu qui consume le vengeur. J'ai consulté un analyste, un juif ashkénaze du Marais aux questions incisives. Pourquoi Henri, et pas le pardon? Parce que le pardon est pour les saints, ai-je répondu. Et moi, j'étais damné. Un après-midi de printemps, visite à Henri en parloir. Barreau froid, odeur de désinfectant. Il était voûté, cheveux blancs, yeux caves. Neveu. Tu as gagné. Pas de rage, juste résignation. J'ai posé la question, pourquoi papa? Il a murmuré, peur. Il voulait fermer l'usine, des emplois perdus. J'ai paniqué. Panique? Meurtre. Mais dans ses yeux, j'ai vu mon propre vide. Élise te hait, a-t-il ajouté. Mensonge? Vérité? Dehors, Paris fleurissait, lilas en bourgeons, terrasse bondée. J'ai marché vers le pont des Arts, cadenas d'amour moqueur. Élise m'attendait là, silhouette frêle contre la rambarde. Alex, je pars. Canada, études. Loin de tout. Ses yeux, pas de haine, mais gratitude amère. Merci de m'avoir libéré. Un baiser sur la joue, salé de larmes. Elle s'est éloignée, valise à roulettes cliquetant sur les pavés. Seul, j'ai jeté un cadenas symbolique dans la Seine, vengeance gravée. Il a coulé, bulles remontant comme des regrets. Mais la vraie chute vint plus tard, révélation dans les papiers de papa, une lettre, si je meurs, soupçonne Henri. Mes épargnes Élise, elle est innocente. Trop tard. Mon cœur se serra, j'avais vengé un fantôme, brisé une sœur. L'été 2026 enveloppait Paris d'une chaleur moite, comme un linceul sur mes remords. Le procès d'Henri battait son plein au palais de justice de l'île de la Cité, 20 ans de fraude, homicide involontaire. Témoignages accablants, le mécanicien Rossi, blême sous les néons, avouant le sabotage pour 50 000 €. Élise, citée comme témoin, parla d'une voix ferme, mon père m'a aimé à sa façon tordue. Mais il a détruit les nôtres. Acquittée de complicité, elle partit pour Montréal, un au revoir sobre à l'aéroport d'Orly, recommence, Alex. S'enchaîne. Henri écopa de 15 ans, plus restitution. Morte en cellule 2 ans plus tard, crise cardiaque ou poison du regret. Je n'assistais pas à l'enterrement, ma mère y alla seule, veuve de fait. Mon cabinet fleuri,
affaire de succession, ironiquement. Mais l'héritage? Donné à des associations ouvrières, en mémoire de papa. La vengeance m'avait libéré, mais vidé. Nuit solitaire au Marais, jazz de Sidney Bechet filtrant des bistrots, je me surprenais à murmurer « Pardon ». Un soir d'automne, lettre d'Élise, je suis mère. Une fille, prénommée Pierre. Pour lui. Photo jointe, un bébé aux yeux clairs. Mon cœur, ce muscle endurci, se fissura. La famille n'était pas tout mais elle était le début. Debout sur le pont, scène coulant indifférente, je sus, la vraie héritage n'était pas l'argent, mais le choix. Venger ou guérir. J'avais choisi les deux, et survécu.